Bonjour à tous, Philippe Mendès, associé cabinet à Canexia. Bonjour, Manolé Lebert, à Canexia en charge, associé à Canexia en charge de l'équipe révision consolidation. Voilà, donc l'objectif de notre petite présentation de ce matin, c'est de vous alerter sur des points d'attention dans le cadre de l'arrêté des comptes 2021 et de vous indiquer des points de flash à avoir en tête lorsque vous allez arrêter vos comptes. Bien évidemment, l'objectif de la présentation, ce n'est pas de rentrer dans le détail de chacun des éléments qu'on va vous citer. Cette présentation vous sera remise à disposition à la fin de ce séminaire. Et on va essayer de tenir la présentation 50 minutes pour qu'il puisse avoir un jeu de questions-réponses sur tout ce qu'on va évoquer ce matin. Et puis, s'il y avait des points d'approfondissement, vous avez nos coordonnées pour prendre contact avec nous et on tâchera de répondre à vos questions. Voilà. Gwenolé, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou c'est Bon, je bon pense pour qu'on toi? peut démarrer. Ok, allons-y. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de décomposer la présentation en quatre temps sur une partie fiscalité. Ensuite, on va évoquer l'actualité comptable. Après, nous parlerons un peu d'actualité sociale et juridique, mais c'est relativement assez condensé. Et puis, ensuite, IFRS avec Gwenolé. Donc, on est face à une actualité fiscale relativement light en cette année préélectorale. Enfin, cette loi de finances qui a été engagée en fin 2021 et qui aura ses effets en 2022. Donc, c'est une loi de finances assez légère. Et donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grande thématique forte et on s'est concentré sur ce qui concernait les entreprises. Pour rappel, on vous représente les taux d'imposition, l'évolution des taux d'imposition qui avait été initiée en 2017 avec une vocation à arriver en clôture avec un taux à 25 pour la totalité des entreprises à compter des exercices clos au 1er janvier, à partir du 1er janvier 22. Et donc, cette année, on se situe pour les entreprises qui ont moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires à 26,5 de taux de base, et puis pour les entreprises supérieures à 250 millions à 27,5. On rappelle on vous a rappelé le taux marginal qui intègre la contribution sociale, et puis enfin, on rappelle que ce taux n'intègre pas le taux réduit pour les PME, entreprises qui font moins de 7,6 millions de chiffre d'affaires et qui, elles, peuvent bénéficier d'un taux de 15 jusqu'à 38 000 euros de base fiscale. Actualité fiscale, les principales mesures pour les entreprises concernent l'extension du délai d'option au régime réel BIC. Donc, on a regardé un petit peu qui participait à ce séminaire. Donc, peu de personnes sont concernées par ce type-là, c'est plutôt petites entreprises. L'extension et assouplissement des mesures d'exonération sur la plus-value de cession d'entreprise. On en parle pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des cessions de branches partielles d'activité pour les sociétés plus conséquentes et qui peuvent être concernées par ce dispositif. On rappelle également qu'il y a une déduction temporaire sur les cessions de fonds de commerce pour les petites entreprises. Les petites entreprises, je rappelle, c'est celles qui concernent les seuils 3, 6, 50. 3 de total bilan, 6 de chiffre d'affaires et 50 salariés. Évidemment, un seuil différent de celui de la loi Pacte. Et enfin, un point d'attention aussi sur l'alignement de la date d'éligibilité sur la TVA. Je pense que ça, c'est un vrai point d'attention qu'il faut avoir en tête. Donc, l'exonération en fonction de la valeur des éléments cédés, on a un délai d'activité de 5 ans. Une cession d'une entreprise, ça concerne donc une cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. C'est pour ça qu'on vous en parle, hein, plus pour la partie branche complète d'activité. Et donc, dès lors que le prix de cession est inférieur à 300 000 euros, il y a une exonération. Et puis, au-delà, il y a une exonération partielle entre 300 et 500. Il faut évidemment une absence de lien cédant-cessionnaire. Ces seuils ont été rehaussés. On vous les reprécise ici.
Pour les dirigeants qui partent à la retraite, ça peut être aussi concerné, l'acquisition d'une petite entité et le dirigeant part à la retraite. Voilà, c'est exactement les mêmes modalités avec la notion de départ à la retraite et de cessation d'activité. Sur ce point, euh, je reviens en arrière, pardon. Sur ce point, on peut rappeler que le délai aussi entre le moment où on achète la société et le départ effectif du dirigeant actionnaire à la retraite a été allongé à 3 ans pour tenir compte un petit peu des difficultés qui sont rencontrées actuellement par les entreprises et puis les délais, les besoins d'accompagnement sur ces moments un peu difficiles. Fonds de location, donné en location gérance, on va aller assez vite sur ce dispositif. En gros, c'est la même modalité de cession que dans le cadre des entreprises dites en cession classique. Elle concerne les entreprises qui étaient en location gérance. Auparavant, les dispositifs d'exonération ne s'appliquaient qu'aux entreprises. Il fallait appliquer ce dispositif elle bénéficiait qu'aux locataires, à celui qui bénéficiait de la location-gérance. Aujourd'hui, c'est maintenant possible de bénéficier, ô combien même on a une location-gérance, qu'on cède l'entreprise dont le fonds était donné en location-gérance à un non-exploitant, à celui qui n'exploitait pas le fonds en location-gérance, on peut bénéficier des dispositifs d'exonération. Voilà, donc on vous rappelle ces points-là. Vraiment, c'est des points très, très précis. Donc, on va assez vite. Vous pourrez les relire dans le cadre de la présentation qu'on vous mettra à disposition. Évidemment, si vous avez des questions, on se tient à votre disposition. On rappelle que pour les petites entreprises 3, 6, 50, c'est l'article L123-16 du Code de commerce, il y a la possibilité d'amortir les fonds de commerce sur 10 ans sans s'occuper d'aucun élément d'impairment test et autres et sans avoir de justification, on va dire, économique ou comptable. L'administration a rappelé que cette dotation aux amortissements n'était pas déductible. Voilà. Par contre, on a fait une petite exonération temporaire, une déduction complémentaire ou temporaire plutôt, pardon, sur cet amortissement de fonds de commerce pour ceux qui sont acquis entre le 1er janvier 2022 et 31 décembre 2023. Donc, pour accélérer, je dirais, la transmission, on a un peu dérogé au principe initial de l'amortissement des fonds de commerce et pour créer un petit peu une dynamique, je dirais, de réacquisition, le législateur a souhaité accélérer ce process. Un point de TVA que nous souhaitions mettre en avant, nous rappelons que sur les prestations de services, bon, ça je pense que tout le monde est en phase là-dessus, la TVA est payée au moment de l'encaissement sur les services, sauf si vous avez opté pour les débits. Et pour les ventes de biens, c'est le transfert du propriété du bien qui, lui, va générer l'exigibilité de la TVA. Voilà. Donc en pratique, c'est la livraison. Donc ça, ce sont les principes actuels. Une jurisprudence est tombée qui se met en accord avec une directive européenne qui considère qu'il ne doit pas y avoir de distinction entre la vente et la prestation de service. Et donc, on applique, et comme l'article 269 CGI n'applique pas totalement la directive, la Cour d'appel a considéré qu'on était contraire au droit communautaire et a corrigé cela. L'application concrète, c'est dès lors que vous avez des versements d'acompte pour des achats de marchandises, la TVA devient exigible et donc de la même manière, ceux qui versent les acomptes peuvent déduire la TVA. Donc, ça, c'est un point de nouveauté assez lourd, pas très compliqué techniquement, mais qui malgré tout a des implications assez importantes voilà, pour les sociétés qui procèdent à beaucoup d'acomptes en matière d'achat de marchandises. Et pour celles qui vendent effectivement sous ce dispositif. Voilà, donc bien retenir ce point-là parce que je pense que ça peut avoir des impacts positifs pour les acheteurs en matière de trésorerie.
Un petit focus sur la facturation électronique. Donc, dans le cadre de l'ordonnance du 15 septembre 2021, les dates ont été un petit peu reprécisées. Donc, on a des factures émises à compter du 1er juillet 2024. Toute entreprise doit accepter la facture électronique qui provient d'une entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui déciderait d'appliquer plus vite cette facturation électronique, on est obligé de l'accepter. Et puis ensuite, l'émission va évoluer en fonction de la taille des entreprises, c'est-à-dire l'obligation d'émettre des factures électroniques va évoluer en fonction de la taille des entreprises. Donc ETI, c'est à compter du 1er janvier 2025. Toutes les ETI devront transmettre leurs factures de manière dématérialisée. Puis au 1er janvier 2026, les PME et les micro-entreprises. Et enfin, les grandes entreprises et les autres entreprises et autres organisations, c'est au 1er juillet 2024. Deuxième élément de la facturation électronique, on parle beaucoup de facturation électronique, mais l'élément un peu conjoint à cette émission de facturation électronique, c'est la transmission des données et de ces documents à l'administration fiscale, et donc avec des obligations sur les mêmes délais. On va organiser, le cabinet va organiser un séminaire sur le sujet de la facturation électronique. On reviendra vers vous sur ce point. On le décale un petit peu dans le temps parce qu'on souhaite avoir des choses un peu plus concrètes sur les intervenants. On a bien compris qu'il fallait émettre des factures électroniques, mais il y a tout un écosystème et une organisation qui va se mettre en place. Aujourd'hui, c'est en train de bouger, en train tranquillement de se mettre en place. Probablement que dans le semestre à venir, il va y avoir de nouveau des précisions. Et on y verra plus clair pour l'organisation concrète de ce que c'est la facturation électronique et de comment on va vivre dans ce nouveau monde digital de transmission d'informations à la fois vis-à-vis entre clients fournisseurs et à la fois aussi vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc on y reviendra sur ce point et on fera un séminaire spécifique. Actualité fiscale toujours sur la TVA et le e-commerce. Voilà, on rappelle, il y a eu une grosse modification sur cette partie e-commerce. Je vais aller assez vite sur les slides. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un grand changement. Globalement, on reconnaît une forme d'État global au niveau de l'Union européenne. On a un seuil qui était très éclaté auparavant. Vous voyez, c'était par entité, il fallait suivre toutes les ventes par pays pour savoir à quelle TVA on était éligible. Dès lors qu'on passait certains seuils, alors la TVA du pays de l'acheteur s'imposait. On a simplifié le régime puisque maintenant c'est 10 000 euros. Et donc, tous ces points de difficulté sont maintenant un peu plus simples. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, dès lors que je vends plus de 10 000 euros à des non-assujettis TVA, enfin du B2C, concrètement, je fais du B2C dans l'Union européenne, que je dépasse le seuil de 10 000 euros, je dois collecter la TVA de l'acheteur du pays de l'acheteur. Et ce seuil s'impose aussi au niveau des prestations dites de services électroniques. On donne le détail de ces prestations. Voilà. Alors concrètement, comment voilà, les prestations électroniques sont les services fournis sur Internet, dont là, on vous détaille fourniture, hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes, d'équipements, fourniture en ligne de logiciels, d'informations, musique, films, jeux, etc. Donc là, la législation s'impose. Donc concrètement, il faut ouvrir un guichet unique auprès de l'administration d'impôts.gouv. Et ce guichet unique va vous permettre de télétransmettre et de payer auprès de l'État français qui reversera la TVA que vous auriez dû collecter. Donc ça simplifie, ce mini guichet simplifie évidemment le process.
En revanche, je tiens à préciser que si vous avez déjà des établissements permanents dans certains pays, vous ne pourrez pas utiliser le dispositif du mini-guichet pour les 10 pays puisque vous avez une entité fiscale existante dans le pays concerné. Voilà, les gros points de mise en place, guichet unique, 10 000, seuil de 10 000 euros pour l'ensemble de l'Union européenne. Et puis l'autre point que je n'ai pas précisé, pour les achats d'objets de moins de 150 euros, la TVA, c'est directement la TVA de la personne qui achète et pas la TVA du pays qui importe. Donc c'est une modification. Par exemple, vous aviez un exemple, on l'a, je crois, là, sur cette slide, voilà. Donc, dans la mécanique aujourd'hui, vous pouvez dire la TVA qui vous achetez un bien en Chine, il passe par la France et il repart en Allemagne directement. Il n'aura pas de TVA. La TVA applicable sera la TVA directement allemande et pas la TVA française, puis allemande le cas échéant, pour les biens inférieurs à 150 euros. Actualité comptable. Voilà, donc vous voyez sur la partie fiscale, finalement assez léger, pas de choses majeures. On s'attend à des grandes modifications et effectivement à une loi de finances rectificative suite aux élections plus importantes. Voilà. Donc là, on va passer un certain nombre de petits points de mise à jour doctrinale du normalisateur comptable, que ce soit l'ANC, des éléments du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sur des micro-points principalement autour du Covid. Une question a été posée à l'ANC sur est-ce qu'il est possible de réduire l'amortissement d'IMO corporel et incorporel, c'est-à-dire interrompu ou modifié. Réponse de l'ANC, oui, si on est dans les unités d'œuvre. Si on n'est pas dans les unités d'œuvre, c'est difficile, sauf si on a une méthode qui est très proche des unités d'œuvre. Mais en général, quand on est en linéaire, ce n'est pas la méthode des unités d'œuvre. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, l'amortissement l'interruption de l'amortissement ou la modification des plans d'amortissement, si on n'est pas en unité d'œuvre, est plus complexe. Prêt garanti par l'État. Alors, cette slide, elle n'intègre pas les annonces du ministre de début janvier sur l'extension du PGE et les reports potentiels. Donc là, on attend que ce soit un peu plus concret et qu'on aille au-delà de l'annonce de communication à une matinale de radio. Donc, il est probable que cette slide, elle évolue et qu'elle soit corrigée du fait des annonces récentes. En tout état de cause, aujourd'hui, ce qui est applicable, il y a eu un report d'1 an de possibilité de différer. Le remboursement se fait toujours sur 6, enfin, la durée maximale, c'est 6 ans. Et l'entreprise, on rappelle que l'entreprise doit présenter en annexe les hypothèses pour le remboursement du PGE. Autre point de présentation bilancielle, il avait été posé une question sur les prêts participatifs, relance ou les prêts participatifs avec soutien de l'État. Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'autres fonds propres et non de dettes? La réponse du normalisateur comptable est concrète. C'est de la dette financière et pas de possibilité de le positionner autrement que sur les dettes. Sur la mise à jour du fonds de solidarité, début d'année passée, il y avait on avait une petite discussion entre commissaires aux comptes et experts comptables sur à quel moment on peut reconnaître les aides issues du fonds de solidarité. Il était précisé, c'était l'année passée, la position était plutôt de dire dès que l'entité en a fait la demande et estime de respecter les conditions d'octroi à cette aide. Donc, on a évolué un petit peu et maintenant, le fait générateur, il peut correspondre à la date de dépôt de demande ou à une date antérieure si les droits acquis sont acquis à cette date. Donc, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus économique et plus coordonnée
avec les dépenses qui servaient au calcul du fonds de solidarité. Un petit avis du Conseil de l'Ordre des experts comptables sur l'aide au coût fixe et le calcul de l'aide au coût fixe, et notamment la détermination de l'EBE. Donc, on précise ce qu'il faut retenir, c'est que l'aide au coût fixe est évidemment exclue du calcul de l'EBE, sinon si on n'a pas un EBE dégradé si on remet l'aide au coût fixe. Donc, il faut bien neutraliser cette aide au coût fixe. Et puis, il y a un certain nombre de précisions aussi de la part du Conseil supérieur au niveau de l'aide au coût fixe qui est versée pour les groupes. Donc le groupe perçoit la totalité de l'aide. Évidemment, il faut réallouer cette aide entre toutes les entreprises. Et donc, pour celle qui reçoit l'aide, il conviendra de l'inscrire au passif, aux contreparties des entités concernées, de telle sorte à bien positionner l'aide pour chacune des entités. Enfin, un point d'attention aussi quand même sur ces aides de fonds de solidarité. L'entreprise dont le résultat net est supérieur à l'EBE doit comptabiliser un passif pour le montant qu'elle estime avoir indûment perçu. Donc, si vous avez un résultat net supérieur à l'EBE, du fait notamment de l'aide au coût fixe, il conviendra de constater un passif pour la partie qui pourrait être remboursée et demandée par l'État, puisque le principe, c'est quand même de couvrir des coûts fixes et ne pas générer des résultats additionnels. Cotisations et contributions sociales, un petit point sur la présentation comptable, une différenciation entre est-ce qu'on parle d'exonération ou est-ce qu'on parle d'aide au paiement. Sur les exonérations, vous avez la possibilité, enfin, vous n'avez pas la possibilité, vous devez comptabiliser en moins des comptes de charges concernés les exonérations. En revanche, les aides au paiement, elles doivent être constatées en subvention. C'est important de bien dissocier les deux. Les surcoûts liés à la Covid, l'ANC s'est prononcé dessus. C'est un coût de production classique. Il ne s'agit pas de montants qui devraient être exonérés de la valorisation des stocks. Donc voilà. Et puis la doctrine comptable a bien dispatché entre ce qui était des mesures. On ne peut considérer la notion de sous-activité et ses surcoûts sur la capacité normale de production qu'uniquement dès lors qu'il s'agit de mesures permanentes qui conduisent à revoir totalement la production, mais de manière assez pérenne et pas de manière ponctuelle. Voilà. Dès lors que c'est temporaire, on reste sur des éléments qui doivent rester en charge, pas d'augmentation des coûts des stocks et pas de remodification de la capacité normative de la production. Voilà. Il est important de repréciser, on vous précise également qu'il est important, évidemment, dans ces contextes de crise sanitaire, l'annexe prend toute son importance sur les options prises et les explications liées aux positions prises par les entreprises. Voilà, donc là, on a reprécisé ce point-là. Un point sur la réévaluation libre. L'année passée, on avait organisé un événement sur la réévaluation libre. Il a été précisé en nouveauté, c'est que les amortissements dérogatoires qui sont constatés antérieurement à l'opération de réévaluation ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'écart de réévaluation et n'ont pas à être pris en raison de la réévaluation. C'est la petite nouveauté. Le reste reste assez clair. Et il y a eu également une reprécision sur que fait-on? Est-ce qu'on doit le passer net d'impôt différé, cet écart de réévaluation dans les comptes sociaux ou pas? Et donc, la réponse est claire, c'est non, dès lors que l'entreprise ne comptabilise pas d'impôt différé dans ses comptes sociaux, on le met en valeur brute. Impôt différé sur les comptes consolidés. Que se passe-t-il si j'ai fait une réévaluation libre avec dans les comptes sociaux, que je décide de l'annuler dans les comptes consolidés parce que j'avais fait ma propre évaluation des actifs et passifs dans la conso,
Et ben donc là, on n'a pas d'impôt différé sur la date de réévaluation, comme on vous le disait. Et puis, les impôts différés, ils suivent la valeur qui ont été retenus dans le cadre de l'évaluation des actifs et passifs en conso. En revanche, si je le maintiens dans les comptes conso, là, il faut passer l'impôt différé. Et donc là, on va faire une correction sur l'impôt différé par rapport aux sociaux. Voilà, donc là, pas de choses particulières sur les indemnités, on va passer vite, il n'y a pas peu d'intérêt. Et bon, là, les conséquences de renégociation de loyer de date de clôture, lorsque l'avenant définitif est signé postérieurement à la date de clôture, mais avant la date d'arrêté. Donc l'avantage, on vous rappelle que l'avantage consenti au preneur dans le cadre d'une renégociation de contrat de location ne peut être comptabilisé à la date de clôture que s'il est définitivement acquis à cette date. Actualité comptable et nouveaux avis du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. On l'a un peu évoqué sur l'Ordre des experts comptables a fait pas mal de littérature sur le calcul de l'EBE dans le cadre de l'aide au coût fixe. Donc, il a donné pas mal d'informations sur ce calcul en donnant globalement une méthode, on va dire, pour le calcul au mois le mois. Bon, globalement, pour les entreprises qui font des reporting, le reporting est très bien pour évaluer cette EBE. Mais là, la volonté du Conseil supérieur, c'était pour les entreprises qui ne réalisaient pas de chiffres mensuels et donnaient des explications de texte et des avis pour aider les entreprises à calculer cette aide au coût fixe. Donc, je passe assez vite sur ce point puisque voilà, c'était plus des éléments de précision sur comment faire. Présentation de la dette Covid-19 dans les comptes. Il y a eu une question qui a été posée, le Conseil a répondu. Est-ce qu'on peut créer une nouvelle ligne du passif du bilan qui correspondrait à une dette Covid-19? C'est vrai que vu les volumes engagés, on peut s'interroger. Donc la réponse est non, pour plein de raisons. La première, c'est que les dettes sont présentées par nature, ça reste une dette. La difficulté quand même d'évaluer les dettes Covid, je pense notamment l'URSSAF et autres, c'est pas d'une simplicité extrême pour évaluer cette dette Covid. Des contraintes techniques aussi, là c'est très opérationnel, mais sur les paramétrages de logiciels et de l'IAS fiscal. Et donc la recommandation, c'est de rester, encore une fois, comme on le disait, information circonstanciée en annexe. Et de bien rappeler, rien n'empêche après d'avoir une information en annexe comme celle qu'on peut vous présenter là, qui est un exemple, une idée de présentation. Rien n'empêche d'avoir un tableau complémentaire dans l'annexe pour faire référence à cet aspect Covid versus non-Covid. Commission CSO et CNC, donc la position commune. Un point, pour les reports d'échéance, les intérêts courus ont continué à tourner. Et donc, il n'est pas possible, ce socle d'intérêts complémentaires, il n'est pas possible de les étaler sur la durée restante de l'emprunt. Ils doivent être comptabilisés à date. Point d'attention sur l'actualité comptable, fonds soutien à la recherche et développement. Donc, on rappelle qu'ils peuvent être soit enregistrés en charge ou en IMO en fonction des règlements, du règlement comptable. Et si vous avez une subvention sur ces aspects-là, vous avez la possibilité de le reconnaître en produit ou d'étaler en fonction du projet. Et ça, c'est un complément intéressant, ça permet de recapitaliser plus vite l'entreprise et c'est indépendamment, comme on vous le précise, de la méthode comptable retenue pour la comptabilisation des frais de développement. Vous choisissez une inscription à l'actif, vous pouvez le prendre en produit. Voilà. L'idée, c'était évidemment d'améliorer les fonds propres. Les comptes conso, Gwenolé en parlera un petit peu. Je pense que tu en parles, Gwenolé. On va pas évoquer le sujet là, sur les comptes consolidés en langue française aujourd'hui parce qu'on avait déjà fait aussi une présentation. Oui, voilà, c'est ce que tu fais référence à la présentation. Voilà, donc sachez qu'il y a le règlement ANC 2020-01 qui rentre en application donc, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Et donc, je vous renvoie à cette présentation qui est toujours disponible
soit via la page Internet du cabinet ou via les pages LinkedIn ou YouTube du cabinet. Voilà. Amortissement du fonds commercial, on en a parlé. Globalement, ils ne peuvent pas être déduites, sauf sur les acquisitions de fonds de commerce entre 22 et 23. Là, clairement, le législateur souhaitait soutenir les reprises de sociétés de petite taille et pour aider à faciliter la transmission. Quelques éléments de perspective. La modernisation des états financiers est en discussion aujourd'hui. Rien n'est tranché. Globalement, c'est les pistes de réflexion de l'ANC qui tournent principalement autour de est-ce qu'on maintient le résultat exceptionnel? Que fait-on du transfert de charges? Est-ce qu'on maintient ou est-ce qu'on mettrait les remboursements d'assurance, par exemple, en face des dépenses concernées, un peu à la mode IFRS? Voilà, il y a pas mal de réflexions aujourd'hui autour de la présentation des états financiers qui sont intéressants. Faire du tableau de flux de trésorerie un modèle unique de tableau de financement. Pour l'instant, rien n'est encore acté sur ce sujet. C'est encore en réflexion. Je pense que des autorités des normes comptables, ce Conseil supérieur de leurs experts comptables et la compagnie ont été pas mal challengés avec tous les sujets Covid, donc ont un peu laissé de côté pour l'instant ces aspects-là, mais il est fort à parier qu'ils remettent le sujet à l'ouvrage. Ouais. On vous rappelle aussi qu'on avait fait un article qui est toujours disponible aussi sur les supports de présentation et de communication du cabinet qui présente un peu plus en détail ce projet de l'ANC. Et puis, on rappelle aussi, c'est en perspective, ce n'est pas un élément concret aujourd'hui. Comptabilisation du chiffre d'affaires, c'est un sujet de réflexion de l'ANC. IFRS 15 est passé par là. Malgré tout, aujourd'hui, il n'y a pas de modification majeure sur le chiffre d'affaires. C'est en réflexion. Bon. Sur l'annexe, pas de nouveauté particulière. On vous rappelle qu'il faut être vigilant sur le Covid-19 et que vos commissaires aux comptes seront attentifs à toute la documentation autour de la Covid-19. Et évidemment, dans ce cadre, les méthodes d'évaluation prennent toute leur importance et tous les éléments de compléments que vous pouvez apporter sur ces aspects-là seront regardés. Alors, on vous en a cité quelques-uns, donc il ne faut pas lésiner sur ces aspects-là dans l'annexe. Actualité sociale et juridique, je me dépêche, Gwenolé, parce qu'après, tu n'auras plus de temps. L'indemnité inflation, rapidement, donc cette fameuse indemnité de 100 € qui est versée pour les salaires de moins de 2000 €. Concrètement, c'est versé au travers de la paye. Donc, c'est l'employeur qui la prend en charge. C'est exonéré de charges sociales et ils seront remboursés sous forme d'économie de charges sociales. Voilà. Concrètement, c'est payé par l'entreprise, puis remboursé par l'État avec des économies de charges sociales, enfin des réductions de charges sociales. Projet de loi de finances sur la sécurité sociale, des dispositions relatives à la crise sanitaire, sur les congés familiaux et retraites progressives. Ensuite, revue de jurisprudence, responsabilité du dirigeant. On a souhaité mettre 2-3 points sur la responsabilité des dirigeants, parce que parfois, y compris dans les grands groupes, certains dirigeants peuvent être mandataires. Donc, c'est important de rappeler et de sensibiliser sur ces aspects de responsabilité et de vous donner des exemples de jurisprudence sur le point. Quelques points, un dernier point autour des locaux sur 2 thèmes, Covid-19 puis renouvellement du bail commercial. Bon, l'indemnité, j'en ai parlé. Le projet de loi de finances, donc les arrêts de travail dérogatoires, voilà, donc ils sont en prolongation jusqu'au 31 décembre 2022. L'activité partielle prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 et les aides au paiement, elles pourront être imputées sur les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2022. Un point sur les congés familiaux, il y a eu quelques points de fait, notamment sur le congé de proche aidant. Donc, on a rajouté une notion de particulière, la notion de particulière gravité serait supprimée. Voilà, donc ça, c'est pas des choses majeures, mais enfin, c'est des précisions.
Pour les dons de jours de repos à un collègue proche aidant, la même modification. Et puis sur le congé de présence parentale, on prévoit la revalorisation des allocations journalières pour la remettre au niveau du SMIC. Pour la retraite progressive, auparavant, ça concernait principalement les salariés qui étaient en poste, je dirais dans un poste complet, en CDI complet. Et là, l'objectif de la modification, c'est de la permettre aux mandataires sociaux assimilés salariés, et de pouvoir en bénéficier quand on a plusieurs employeurs, voilà, ou qu'on a des activités à temps réduit. Jurisprudence, donc responsabilité dirigeant de fait. Donc attention à des situations dans lesquelles un dirigeant, vous pouvez vous retrouver en situation de dirigeant de fait, c'est-à-dire contrôler des virements bancaires de l'entreprise, voilà, et avoir un rôle moteur. Donc attention à ces situations-là. Et d'être bien vigilant, d'avoir quand même une concomitance entre le rôle d'un mandataire et ce que l'on est amené à faire. Ça c'est un point d'attention. Et puis la cogérance, quand on est cogérant dans des SARL, même si vous avez un gérant, il convient de ne pas se désintéresser des aspects de gestion de l'entreprise, puisque de toute façon, vous êtes co-gérant et donc vous êtes co-responsable de ce qui se passe dans la société. Donc attention à ces sujets. Parfois, certains co-gérants sont peu actifs et laissent l'autre gérant agir. Ils sont responsables au même titre. Loyers commerciaux. Donc, pour rappel, gel des sanctions en cas de non-paiement des loyers professionnels ou commerciaux. Les pertes d'exploitation envisagées par les dispositions du droit commun de Code civil, c'était la résiliation du bail en cours, application des règles du Code civil par le juge de l'exécution. Pour l'instant, il n'y a pas d'application de ces règles et ça a plutôt été les règles spéciales au détriment des règles générales du fait de la crise dérogatoire, de la crise sanitaire. Voilà. Et enfin, le droit au renouvellement du bail. Donc là, on vous a mis une jurisprudence où un bailleur a enclenché une action résiliation à l'encontre de son locataire pour manquement à certaines obligations contractuelles. La demande de renouvellement avait été formulée par le locataire. Le bailleur n'a pas répondu et puis du coup, il y a bien eu les manquements postérieurs ont permis de justifier la résiliation du bail. Voilà, donc bien être attentif à ces notions de manquement autour du bail. Je te laisse la parole, Gwenolé. Ok, bon, on enchaîne donc sur cette deuxième partie qui va traiter donc des normes IFRS et de la consolidation. Essentiellement des normes IFRS. Donc là, on va être aussi, comme l'a dit Philippe, comme l'actualité française, franco-française, on est plutôt sur une actualité assez légère aussi au plan des normes IFRS. Il n'y a pas de grosses évolutions normatives. On est toujours dans une période d'accalmie qui suit la mise en œuvre des normes IFRS 15, IFRS 16, IFRS 9. Et donc, on est plutôt sur de l'actualité qui va tourner autour de la crise, du traitement de la crise sanitaire et les points d'attention liés au Covid. Donc, la présentation va se décliner en 4 parties. Donc, une première partie rapide sur justement le suivi de ces points d'attention liés à la crise sanitaire. Une seconde partie avec quelques points d'attention pour la clôture 2021 et puis 2 derniers points assez rapides sur les textes d'application obligatoire en normes IFRS en 2021 et un point rapide aussi sur l'application des obligations relatives au format électronique ESEF. Alors, en ce qui concerne le suivi de la crise sanitaire, donc on va décliner quelques points qui sont essentiellement des rappels. Il n'y a pas de véritable nouveauté en 2021. On est plutôt de la part de l'ensemble des autorités, que ce soit des régulateurs ou des normalisateurs, on est dans la continuité des recommandations ou des publications qui avaient été faites pour l'arrêté 2020. Alors, en ce qui concerne la présentation de la performance financière, donc pas de point nouveau. On nous rappelle qu'il est quand même important
de garantir la stabilité dans les modalités de communication, enfin d'établissement des états financiers et dans la communication financière, donc une stabilité dans les mesures de performance, et qu'il n'est pas possible d'isoler les impacts du Covid dans le compte de résultat, à l'instar de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la dette financière notamment. Donc, comme je le disais, l'ensemble des régulateurs et normalisateurs, hein, que ce soit en France, l'AMF, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'ANC, l'ensemble des recommandations vont dans ce sens. Donc, pas de présentation isolée, par exemple, sur une seule ligne du compte de résultat des effets de la crise sanitaire. Par contre, on encourage à privilégier une information assez transparente et précise dans l'annexe. En ce qui concerne ensuite donc la continuité d'exploitation, donc là c'est la même chose, on est plutôt sur des recommandations similaires de la part de l'ensemble des instances. Donc ce qu'on nous rappelle, c'est aussi d'être assez précis dans l'information en annexe sur la communication concernant à la fois des points qui pourraient concerner des enjeux de continuité d'exploitation. Donc on nous demande d'exposer les hypothèses qui ont trait à ces éléments identifiés qui pourraient avoir une incidence sur la continuité d'exploitation, donner une information appropriée sur ces incertitudes qui pourraient être liées à ces éléments. Et si la continuité d'exploitation n'est pas compromise, on demande également de fournir des précisions et des informations en annexe, notamment des informations qualitatives expliquant les éléments qui ont permis d'aboutir à la conclusion que la continuité d'exploitation n'était pas remise en question. Autre point également, donc, on rappelle aussi que les principaux éléments de justification à examiner pour la continuité d'exploitation tournent essentiellement autour de deux thématiques. D'une part, le financement, que ce soit au niveau des lignes de financement de crédit non tiré, par exemple, ou sur des aspects beaucoup plus opérationnels comme le carnet de commandes ou le développement et la conclusion de nouveaux contrats du point de vue de l'action commerciale. Autre point d'attention, donc aussi sur l'aspect de la liquidité, où l'AMF recommande aussi de renforcer les informations qui sont indiquées dans les états financiers à ce sujet, donc notamment en donnant des informations sur les explications du poste du tableau de flux de trésorerie, la composition des équivalents de trésorerie et également un point de vigilance sur lequel on reviendra tout à l'heure, notamment sur le classement des passifs financiers et la distinction entre éléments courants et éléments non courants. Alors, en ce qui concerne ensuite les aides publiques, donc on vous a juste mis quelques diapos pour rappeler un petit peu les principes de comptabilisation prévus par la norme IAS 20. Donc, sachant donc, que ce soit sur les principes ou sur la période de comptabilisation, et ces dispositions, si on les applique aux aides qui ont été mises en place dans le cadre des aides et des soutiens à l'issue de la crise financière, la crise sanitaire, pardon. Donc, on recommande et on préconise évidemment un classement en autres produits si des aides compensent des pertes d'exploitation, ce qui va être le cas des subventions type aide coût fixe et aide fonds de solidarité. Et on classera en déduction des charges, par exemple, les exonérations de cotisations sociales qui ont été perçues. Alors, un petit point de vigilance aussi sur tout ce qui est subvention. Compte tenu des mécanismes de plafonnement globaux des aides qui ont été perçues de l'État, certaines entreprises pourraient peut-être être amenées à reverser des subventions reçues en excédent. Donc, on vous fait un point de vigilance là-dessus pour vous référer à la manière de traiter éventuellement ces remboursements de subventions qui excéderaient les plafonds d'aide. Alors ensuite, point de rappel aussi concernant les tests de dépréciation. Donc, dans la continuité de ce qu'on a déjà dit, les recommandations de l'AMF tournent autour d'une communication transparente dans les annexes sur les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation, notamment de communiquer sur les hypothèses clés, de bien mentionner explicitement le recours aux informations externes, préciser et également justifier la durée de projection des flux de trésorerie qui a pu être
dans certains cas rallongé pour tenir compte de la période comment dire, de résorption des conséquences de la crise. Et puis, un dernier point de vigilance aussi de la part de l'AMF concernant les analyses de sensibilité, où l'AMF recommande d'étoffer, on va dire, les informations et les analyses de sensibilité qui peuvent être faites par les entreprises. Alors, on vous a rappelé ensuite les indices de perte de valeur, hein, que ce soit des sources d'informations externes ou sources d'informations internes qui peuvent être des éléments déclencheurs de tests de dépréciation en cours d'année. On ne va pas les relister en détail, vous pourrez les retrouver donc sur le support, de la même manière qu'on vous a rappelé les modalités de mise en œuvre du test, hein, les modalités générales, en rappelant que donc, les actifs incorporels dont la durée de vie n'est pas limitée doivent faire l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et un test de dépréciation peut être fait pour les autres actifs en cas d'indice de perte de valeur. Alors, on a fait un petit focus aussi sur les modalités de dépréciation et reprise liées au test de dépréciation. Donc, les entreprises peuvent avoir été amenées à constater des pertes de valeur en 2020. Ce sera peut-être le cas en 2021. Pour autant, hormis le goodwill pour lesquels les dépréciations sont irréversibles, les dépréciations constatées sur les autres actifs non courants peuvent être amenées à être reprises si jamais un test de dépréciation réalisé ultérieurement permet de justifier une amélioration de la valeur de ces actifs. Alors, on rappelle simplement que si on fait une reprise, c'est lié aux faits et circonstances, et que donc ce n'est pas une méthode comptable, ce n'est pas un changement de méthode comptable, et il n'y a pas de reprise qui peut être liée uniquement à l'effet de passage du temps. Alors, on rappelle aussi donc une immobilisation ne peut pas avoir pour effet de réévaluer une IMO. Donc, si on fait une reprise sur des actifs individuels, la reprise sera nécessairement limitée à la valeur nette comptable telle qu'elle aurait été pratiquée, enfin nette des amortissements telle qu'elle aurait été pratiquée en l'absence de dépréciation. Et donc, on rappelle également pour les UGT, comme je le disais à l'instant, donc on ne peut pas reprendre de dépréciation sur le goodwill. En revanche, pour les autres actifs de l'UGT, si on est amené à constater une reprise, elle doit se faire au prorata de la valeur comptable de chaque actif de l'UGT. Alors, un point également concernant donc, la présentation au bilan des passifs financiers qui font l'objet de covenants bancaires. Donc, on est dans le cas où un bris de covenant entraîne le reclassement de passifs financiers, enfin, une dette non courante en passif financier courant. Donc là, le point d'attention, c'est de bien se fonder sur la situation à la date de clôture pour apprécier le classement courant, non courant. On vous prend l'exemple, le cas par exemple d'une violation de dette de covenant qui serait postérieure à la clôture de l'exercice. Pour autant, on ne fait pas de reclassement en passif courant à la clôture. On se contentera, entre guillemets, de faire une mention de l'événement post-clôture dans l'annexe. Mais en tout cas, dans les comptes, on présente la situation telle qu'elle était à la date de clôture. Alors, un autre point donc, qui était aussi en lien avec la présentation de Philippe, de la même manière, cette analyse-là va se fonder aussi pour les échelonnements de remboursement de PGE. Donc là, il faudra aussi regarder ce qui a été négocié, renégocié dans le cadre des modalités de remboursement des PGE pour envisager la distinction et le classement de ces dettes entre courant et non courant. Alors, sur les informations en annexe, donc on ne va pas reprendre de manière détaillée hein, toutes les dispositions et les informations à publier en annexe. Pour l'essentiel, ce sont des éléments de recommandation qui ont déjà été mis en avant l'an dernier, en 2020. Donc là, c'est vraiment dans la continuité. On précise simplement de fournir des informations générales sur les effets de la crise sanitaire, des notes spécifiques sur certaines thématiques dont on a déjà parlé, là, le test de dépréciation par exemple, l'information sectorielle, les contrats de location, et puis toujours une information appropriée et étayée sur les principaux jugements et estimations qui ont été retenus dans le cadre de l'arrêté des comptes. Alors, en ce qui concerne les autres points d'attention pour la clôture 2021, donc on a fait un focus sur 2-3 thématiques. Le premier, donc, qui est les projets de cession qui doivent être traités selon la norme IFRS 5. Donc, on vous a rappelé les dispositions de la norme sur le rappel des principes IFRS 5, dans la mesure où, sous l'effet de la crise sanitaire notamment, certains groupes peuvent être amenés
à procéder soit à des cessions d'actifs isolés, soit à des cessions d'activités ou de filiales. Donc, on vous rappelle donc les modalités de comptabilisation selon IFRS 5, hein, en vous rappelant d'une part la définition de ce qu'est un actif non courant destiné à la vente, et si jamais les critères qui définissent ces actifs non courants destinés à la vente sont remplis, on vous rappelle donc que il convient de présenter au bilan ces actifs sur des lignes distinctes. En actifs, s'il s'agit d'actifs isolés, et s'il s'agit d'activités ou de filiales, présenter les actifs et les passifs sur 2 lignes séparées du bilan. On rappelle que cette reclassification n'impacte pas les comptes de l'exercice comparatif. Et donc, au niveau du résultat, tout profit ou perte qui serait lié à la réévaluation d'un actif non courant qui ne satisfait pas la définition d'une activité abandonnée doit être inclus dans le résultat des activités poursuivies. Donc, on rappelle donc que les actifs qui seront ainsi classés en actifs destinés à être à la vente sont évalués au montant le plus bas entre la valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de cession, et qu'en IFRS, donc ces actifs, si ce sont des actifs immobilisés, ne sont plus amortis, ce qui constitue une divergence avec les règles françaises où les actifs continuent à être amortis jusqu'à leur cession. Ensuite, autre point d'attention donc sur la norme IFRS 16. Donc là, il y a un certain nombre de sujets de nouveautés qui sont liés notamment aux conséquences de la crise sanitaire. Donc, on a souhaité faire un petit focus sur certains sujets ou précisions concernant la norme IFRS 16. Donc, en premier lieu, donc, on vous a fait un petit rappel des dispositions de la norme concernant le traitement des modifications de contrat, des réestimations des durées de location. Et donc, ces dispositions un petit peu générales sont déclinées sur des cas un petit peu particuliers qu'on a été amené à voir, notamment sur l'année 2021, qui concerne le cas, par exemple, de la libération des locaux, la libération anticipée de locaux. Alors, lorsqu'on se trouve dans cette situation du fait notamment du recours au télétravail, un certain nombre d'entreprises ont souhaité libérer par anticipation des bureaux qui n'étaient plus occupés. Donc, comment est-ce qu'on doit le traiter dans le cadre de la norme IFRS 16? On va décliner une démarche en 4 étapes, avec une première étape qui va consister à regarder si on peut séparer les différentes composantes du contrat, en l'occurrence, regarder la durée de contrat s'il y a lieu de la réestimer. Dans une troisième étape, on révise la durée d'amortissement et la valeur résiduelle du droit d'utilisation. Et en dernier lieu, on procède, si nécessaire, à un test de dépréciation. Donc, on vous a redétaillé l'ensemble de ces étapes dans les slides qui suivent. Et pour récapituler tout cela, donc on vous a pris 4 situations qui peuvent intervenir si on se retrouve avec une résiliation ou une libération anticipée de locaux. Le premier cas concerne la situation où on a obtenu un accord avec le bailleur avant la clôture pour réduire la durée de location. Dans l'exemple qu'on a présenté, la durée de location se retrouve réduite de 24 à 2 mois, moyennant le paiement d'une pénalité. Donc, dans ce cas, le droit d'utilisation ne profite qu'à l'UGT pendant toute la durée résiduelle du contrat jusqu'au 28 février 2022. On fait un test au niveau de l'UGT avec les deux autres étages. Et en ce qui concerne donc, le traitement comptable, on n'a pas de modification du contrat initial. En revanche, on fait une réestimation de la dette de loyer qui va inclure la pénalité. La deuxième situation donc, concernait le cas où on cède le droit d'utilisation à un tiers, ou on le sous-loue dans le cadre d'une sous-location qualifiée de sous-location financement. Donc, dans ce cas-là, on va examiner si on satisfait aux critères de classement IFRS 5 qu'on vient de rappeler précédemment. Bon, si c'est le cas, on appliquera les dispositions de la norme IFRS 5. Et si ça n'est pas le cas, on sera amené donc à changer la durée d'utilité de l'actif droit d'utilisation et on révisera donc la durée d'amortissement et la valeur résiduelle du droit d'utilisation, mais sans modifier la dette de location qui sera, puisqu'on sera toujours engagé vis-à-vis du bailleur jusqu'au terme du contrat initial. Troisième situation, donc les locaux restent vacants jusqu'au 31 décembre 2023.
Donc là, de la même manière, on va changer la durée d'utilité, on va réviser la durée d'amortissement et la durée résiduelle du droit d'utilisation jusqu'à la date effective d'utilisation. Et en revanche, la dette de location n'est pas modifiée non plus, puisque quelque part, enfin, l'engagement vis-à-vis du bailleur restera inchangé. Donc, dans cette situation-là, on va faire un mécanisme d'amortissement accéléré du droit d'utilisation qui sera donc modifié prospectivement jusqu'au terme de la date à partir de laquelle les locaux seront vacants. Donc, ça revient en quelque sorte à faire un mécanisme de provision d'amortissement accéléré. Le dernier cas de figure concerne la situation où l'entreprise décide de sous-louer, mais dans le cadre d'une sous-location simple à des tiers, jusqu'au terme du contrat de location. Dans ce cas, il n'y a aucune incidence sur la durée d'utilité du bien loué. Et en revanche, à partir du moment où le bien est mis en sous-location, on applique les dispositions d'IAS 40 sur les immeubles de placement. Voilà, et on rappelle donc, bon, suivant les modalités, suivant l'analyse que l'on aura faite des différentes situations, on peut être amené à faire un test de dépréciation du droit d'utilisation seul, voir si ce n'est pas possible de tester le droit d'utilisation seul. On va opter pour un test au niveau de l'UGT. Donc, on a rappelé également dans le support les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation au niveau de l'UGT en tenant en compte de l'application d'IFRS 16. Donc, on se rappelle qu'avant la mise en œuvre d'IFRS 16, les tests de dépréciation ne prenaient pas en compte, on ne faisait aucun retraitement au titre des contrats de crédit bail, par exemple, qui étaient retraités dans le cadre d'IAS 17. Désormais, avec l'application d'IFRS 16, on a deux approches possibles dans la mise en œuvre des tests de dépréciation. La première approche consiste à inclure les droits d'utilisation dans la base des actifs testés, tout en excluant en contrepartie les loyers dans les cash flows actualisés qui serviront à déterminer la valeur recouvrable. La deuxième approche consiste à déduire la dette de loyer à la fois d'un côté dans la base d'actifs testés et de l'autre côté dans les cash flows actualisés, donc ce qui, bien évidemment, amène au même résultat en termes de marge de confort sur le test. Alors ensuite, on vous a rappelé concernant les aménagements de loyer que les entreprises ont pu obtenir dans le cadre des conséquences de la crise sanitaire. Donc il y avait un amendement qui avait été publié en 2020 donc, qui permettait de s'affranchir en quelque sorte dans le cadre d'une option de simplification, de s'affranchir de l'analyse, de savoir si ces aménagements de loyer constituaient des modifications de contrat. Bon, en principe, on doit faire cette analyse. L'amendement permet de s'en exonérer. Et donc, ça concerne les amendements à IFRS 16 qui avaient été obtenus en 2020. Et donc, le dispositif, l'amendement initial, portait sur les réductions de loyer obtenues et dues jusqu'au 30 juin 2021. Sur 2021, donc l'IASB a publié un amendement qui proroge les loyers concernés jusqu'au 30 juin 2022. Donc, cette mesure de simplification permet donc de ne pas entrer dans la mécanique d'analyse de modification des contrats et de traiter directement les modifications, les aménagements de loyer en contrepartie du compte de résultat. Donc, on vous a remis des exemples des mécanismes d'amendement et d'aménagement qui peuvent être traités qui rentreraient dans le cadre de l'amendement d'IFRS 16. Alors, un petit point de rappel aussi, donc qui ne concerne pas l'exercice 2021, mais qui s'appliquera sur les exercices prochains. Donc, bien entendu, l'application de la norme IFRS 16 conduit à constater de l'impôt différé avec deux approches qui étaient possibles en pratique. Soit on constatait un impôt différé de manière conjointe en regardant la valeur nette entre l'actif droit d'utilisation et la dette de loyer et que ce décalage temporaire d'imposition donnait lieu, bien entendu, à un impôt différé. Et il y avait une deuxième approche qui consistait à traiter séparément le droit d'utilisation et la dette de loyer et à appliquer de l'impôt différé passif sur ces deux éléments avec une interprétation qui a pu être faite par certains groupes ou entreprises qui consistait à conclure que dans le cadre de cette deuxième approche, on n'avait pas d'impôt différé à constater puisqu'on rentrait dans les
mécanisme d'exception prévu par IAS 12, considérant qu'une transaction qui n'affecte pas le résultat comptable et qui n'est pas issue d'un regroupement d'entreprises permettait de ne pas comptabiliser d'impôts différés. Donc là, l'IASB a clarifié les choses en publiant un amendement à la norme sur les impôts sur les résultats qui va limiter cette possibilité d'exemption. Donc désormais, il faudra de toute façon de manière obligatoire constater des impôts différés, que ce soit selon l'une ou l'autre des approches. Donc cet amendement sera obligatoire à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2023, avec une possibilité de l'appliquer de manière anticipée. Alors, quelques autres points d'attention pour la clôture 2021. Donc, les provisions pour contrats déficitaires. Donc là, on rentre dans le cadre de la norme IAS 37 sur les passifs. Alors, il n'y a pas de nouveauté à proprement parler sur l'exercice 2021. Simplement, il y a un amendement donc, qui va s'appliquer lui aussi à partir de 2022 et donc qui porte sur 2 points. Le premier qui complète quelque part les modalités qui sont prévues dans la norme actuelle d'IAS 37, qui dit que dans un premier temps, si on est en présence d'un contrat déficitaire, on doit faire un test de dépréciation sur les actifs dédiés à ce contrat et éventuellement les déprécier. Et dans un second temps, procéder à une provision suivant IAS 37 pour contrat déficitaire, en calculé suivant le montant le plus faible entre les pertes liées à l'exécution du contrat ou les pénalités de résiliation si jamais il y a une possibilité de sortir de manière anticipée du contrat. Donc là, l'amendement, il vise à préciser que le test de dépréciation qu'on peut être amené à faire sur les actifs isolés va porter sur l'ensemble des actifs qu'on utilise pour exécuter le contrat et pas uniquement sur les actifs dédiés. Et le deuxième point de l'amendement d'IAS 37, c'est des clarifications et des précisions sur la définition des coûts d'exécution, avec a priori des coûts, ou en tout cas des éléments qui rentreraient dans ces définitions plus larges que ce qui était actuellement interprété selon les dispositions d'IAS 37. Donc voilà, donc des points qui pourraient amener à accroître en tout cas le montant des dépréciations reconnues au titre des contrats déficitaires pour les exercices donc ouverts à compter du 1er janvier 2022. Cependant, il y a une possibilité d'appliquer cet amendement par anticipation et donc d'en tenir compte dès l'exercice 2021. Deux autres décisions IFRS IC qu'on va vous expliquer rapidement. Donc le premier point concerne le calcul des avantages au personnel IAS 19, notamment les avantages postérieurs à l'emploi. Donc ça concerne les régimes d'avantages lorsqu'il y a un plafonnement, un mécanisme de plafonnement. L'IFRS IC a rappelé que la provision ne doit être constituée linéairement que sur la période qui précède l'âge de départ permettant d'atteindre le plafond. En pratique, on avait plutôt l'habitude de comptabiliser l'acquisition de droits de manière linéaire dès la date d'embauche. Donc là, on décale quelque part dans le temps l'initialisation de la provision. Et donc, ce changement de régime, en tout cas cette décision de l'IFRS IC, vient modifier les modalités de calcul qui étaient retenues en pratique, notamment en France, pour le calcul des indemnités de départ en retraite. Donc, ce changement, ça s'analyse comme un changement de méthode comptable et donc il doit s'appliquer rétrospectivement avec impact en capitaux propres 2020, une correction de l'exercice 2020 en comparatif, etc. etc. Alors, juste pour vous repréciser, dans le cas des conventions collectives en France, notamment toutes les entreprises qui relèvent de la convention Syntec dans le secteur des services ne sont pas fortement impactées par cette décision puisqu'il n'y a pas de mécanisme de plafonnement. Donc, la décision vient vraiment impacter les régimes sur lesquels il y a un mécanisme de plafonnement en fonction de l'ancienneté. Autre décision de l'IFRS IC concerne les coûts de configuration et d'adaptation de logiciels accessibles par le cloud, donc les logiciels auxquels on dispose via des mécanismes SaaS. Donc, une question qui avait été posée était de savoir si les coûts de configuration et les coûts d'adaptation pouvaient être immobilisés. Donc, l'IFRS IC a conclu que globalement, ces coûts de configuration et d'adaptation ne peuvent pas être comptabilisés en tant qu'immobilisation incorporelle. Sauf dans certains cas très exceptionnels où
les lignes de code additionnelles seraient contrôlées par le client et de ce fait répondraient aux critères de comptabilisation en tant qu'actif incorporel. Alors, rapidement, donc, on a un petit rappel des textes IFRS qui seront d'application obligatoire et au-delà de en 2021 et au-delà de 2021. Donc, pour les textes qui sont d'application obligatoire en 2021, on vous a listé ces textes simplement en vous mettant le point de vigilance qui nous paraît important concernant l'amendement qu'on a évoqué sur les allègements de loyer liés à la COVID-19. Pardon. Pour les entreprises qui ont des clôtures décalées, donc là, c'est un rappel des textes qui s'appliquaient et qui étaient obligatoires pour la clôture 2020. Donc avec un point de focus également sur deux textes, l'amendement IFRS 3 sur la définition la nouvelle définition d'une activité et le même amendement IFRS S qui pouvait s'appliquer déjà pour 2020. Donc les textes qui concernent les exercices postérieurs à 2020, donc il y a l'amendement IAS 37 qu'on vient d'évoquer. Les autres textes qui sont postérieurs à 2020 n'ont a priori pas de portée très significative pour les entreprises en dehors qui ne sont pas des entreprises du secteur financier. Les textes qui ne sont pas encore adoptés par l'Union européenne, donc même chose, il n'y a pas d'éléments particulièrement impactants à anticiper, si ce n'est donc l'amendement IAS 1 qui sera amené aussi à apporter des précisions sur le classement des dettes entre courant et non courant. Et puis enfin, les textes donc, qui ne sont pas encore adoptés par l'Union européenne, c'est la norme IFRS 17 sur les contrats d'assurance et l'amendement IAS 12 que je viens d'évoquer, là, notamment qui porte sur la constatation de l'impôt différé sur les contrats de location. Alors, enfin, juste pour terminer, un petit rappel rapide aussi sur l'application du nouveau format électronique européen ESEF. Donc, on vous rappelle le champ d'application pour les émetteurs français, donc toutes les sociétés cotées ayant des titres de capital admis à la négociation sur un marché réglementé européen rentrent dans le champ d'application de cette obligation. En sont exempts les rapports annuels des sociétés cotées sur Euronext Growth, Euronext Access, les rapports financiers semestriels qui pour l'instant ne sont pas concernés, les prospectus et les documents d'enregistrement universel qui ne font pas office de rapport financier annuel. Alors, on vous a remis ici le calendrier d'application du format ESEF avec un rappel des obligations. Donc, en 2021, l'obligation concernait les états financiers primaires qui devaient donner lieu à un balisage détaillé, de même que certaines informations précises, notamment relatives à l'identité de l'entité mère consolidante et qui était émettrice des titres cotés. Donc, ces dispositifs obligatoires qui devaient donner lieu à un balisage détaillé, donc, comme je disais, s'appliquer en 2020, mais avec une dérogation et une possibilité de la mettre en application qu'à compter de l'exercice 2021. Donc, pour ceux qui avaient décalé la mise en application, ces obligations s'appliquent à compter de l'exercice 2021. Et donc, par la suite, pour 2022, il y aura également une deuxième phase avec cette fois-ci un balisage en bloc des informations de l'annexe. Voilà. Et donc, on rappelle aussi que le processus de dépôt des comptes à l'AMF reste identique. Pas de dépôt à l'ESMA, pas de changement dans les dates de dépôt, etc. etc. Donc, pas de modification à ce niveau-là. Donc, voilà pour cette partie de présentation sur les normes IFRS. On va peut-être regarder, Philippe, je crois qu'il y avait quelques questions de la part des participants. On peut peut-être prendre quelques minutes pour essayer d'y répondre, malgré les quelques minutes de retard qu'on a pu prendre. Oui, alors je ne les vois pas parce que je ne suis pas animateur. Alors, il y avait une question, je peux vous la poser, posée par Henri Brosse sur cette slide 49 de Philippe sur la réévaluation des comptes dans les comptes consolidés. Il demandait, pour être sûr d'avoir bien compris le propos, si le coût Covid est exclu de la valorisation des stocks. Le coût Covid, il peut être inclus dans les stocks si on considère qu'on est en modification, je dirais, structurante de l'aspect Covid. C'est-à-dire que l'aspect Covid m'a obligé à me réorganiser de manière
permanente et à ce moment-ci, alors ça rentre dans la capacité normative et dans les nouvelles conditions de production. Si on considère que ce sont des éléments temporaires, alors ce sont des éléments qui doivent rester en charge et qui ne doivent pas être intégrés dans la valorisation des stocks. Voilà, c'est sur cette notion de est-ce qu'il y a une modification substantielle de mes conditions de production de manière pérenne et sur le long terme. Le Covid m'a fait réfléchir et à partir de maintenant, je vais produire de telle manière. C'est pas je subis les effets de la crise sanitaire. S'il y avait des questions à la lecture du document, de toute façon, vous pouvez nous les transmettre et on tâchera d'y répondre pour apporter des compléments. Effectivement, on a dû accélérer les choses. C'est toujours un exercice d'attention, de point d'attention et notre côté technique fait qu'on a tout de suite naturel à vouloir aller dans les points. Malgré tout, on ne peut pas, dans le cadre de cet exercice, aller à faire des focus spécifiques. Voilà. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est si certaines personnes souhaitent des points, on est à l'écoute de points d'approfondissement de sujets, on pourrait envisager de créer dans les mois qui viennent des aspects plus précis sur certaines thématiques s'il y avait beaucoup d'appétence sur certains sujets. Voilà. Et le support sera adressé de toute façon à l'ensemble des participants, donc vous pourrez retrouver l'ensemble de la présentation détaillée très rapidement. Voilà, écoutez, je propose qu'on clôture la séance. Merci de votre attention et bonne fin de journée à tous. Et puis, bonne année aussi, ce qu'on ne l'a pas souhaité au départ. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir.